Depuis la fin des années 1950, les êtres humains ont lancé des milliers de satellites dans l'espace. Les roquettes placent des satellites en orbite où ils restent suivant une voie elliptique autour de la Terre. Ils tournent sur nous à des vitesses incroyables pendant plusieurs années et effectuent des missions très précises. Par exemple, photographier la Terre pour obtenir des prédictions météorologiques. Transmettez des signaux de téléphone, de télévision et de radio entre deux places sur Terre. Ou, dans le cas des satellites militaires, espionner d'autres pays. Ils sont contrôlés à partir de la Terre et sont équipés d'ordinateurs, de caméras et de capteurs. Le carburant, les batteries et les panneaux solaires fournissent l'énergie nécessaire pour remplir leur mission. Certains gâchis et d'autres cessent de travailler lorsqu'ils manquent d'énergie. Ils deviennent orbitaux, tournant autour de la Terre plus de 20 km par heure. Parfois, ils entrent en collision avec d'autres objets créant des milliers de petits fragments. Près d'1 million d'objets qui mesurent plus d'1,5 cm ont été comptés. Recevoir l'impact de certains résidus orbitaux est une menace constante pour tous nos satellites et pourrait amener notre société à des temps passés si quelque chose est fait pour l'éviter. Le problème a commencé il y a 60 ans. À la fin des années 1950, l'humanité a réalisé que l'avenir de la Terre dépend de l'espace. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique a commencé la course spatiale lorsqu'il a lancé le Spoutnik, le premier satellite du monde. Dans le National Center for Studies of Space, en France, le scientifique de l'espace Christophe Bonal se souvient de l'origine du problème. Le problème des ordures orbitaux a commencé au moment du premier lancement, le 4 octobre 1957, lorsque le Spoutnik UNOTRAS-21 jour a été lancé, le Spoutnik a cessé de fonctionner. C'était un objet artificiel non opérationnel, que nous appelons l'espace des ordures. La brève existence de Spoutnik s'est terminée lors de la désintégration de l'atmosphère terrestre 3 mois après son lancement. Mais le petit satellite a eu des conséquences mondiales. Déterminés à suivre le rythme des soviétiques, les Américains ont créé la NASA. L'avancée des soviétiques était extrêmement importante pour l'astronautique. Les soviétiques étaient les pionniers en tout, comme le premier satellite ou la première personne dans l'espace. Ils ont mis le ruban très haut pour les Américains qui ont dû augmenter leur mission pour maintenir le niveau. Les Américains ont lancé 17 missions habitées consécutives appelées Apollo. 180 degrés. Préparées pour l'expulsion. SIVP, distance acceptable. À ce moment-là, personne ne craignait de partir de restes ni même d'éléments radioactifs dans l'espace. Entre 1967 et 1988, l'Union soviétique a lancé des satellites d'espionnage alimentés par des réacteurs nucléaires. Mais certains de ces satellites étaient défectueux. En septembre 1977, les radars américains ont détecté que le satellite Cosmos 954 russe avait fait des manœuvres erratiques. C'était la première alerte nucléaire de l'ère spatiale. En janvier 1978, les Américains ont contacté les autorités soviétiques en relation avec le satellite. 2 jours plus tard, les Soviétiques ont confirmé qu'ils avaient perdu le contrôle de l'appareil. Lorsque le satellite est retourné dans l'atmosphère, répartit les matières radioactives à travers le nord du Canada. Les journaux ont rapidement fait écho à la chute du satellite russe au-dessus de l'Amérique du Nord. Dans cet environnement de la guerre froide, il était clair, rapidement, que les déchets d'espace étaient un danger potentiel pour la Terre de la Terre. Mais ce n'était pas le seul danger. Le lancement des satellites crée également des déchets. Chaque fusée publiée a laissé des ordures en orbite. Les anciens satellites sont restés là-haut et c'est ce qui nous a conduit à la situation actuelle. Pendant les années de course spatiale, les satellites n'étaient pas les seuls objets placés en orbite. Rüdiger Yen, ingénieur de l'Agence spatiale européenne, a analysé les ordures orbitales créées par des lancements de fusées. Lorsque nous jetons un satellite, la première phase de la fusée fournit suffisamment d'énergie pour atteindre les 10 km d'altitude, puis tombe dans l'océan. La dernière phase met le satellite en orbite, mais reste également en orbite et devient des ordures. Les phases supérieures d'une fusée, à côté des dépôts de carburant et du nez de la fusée, restent systématiquement en orbite. Au cours des 16 dernières années, bon nombre de ces restes se sont accumulés, d'autres se sont désintégrés. La scientifique de l'espace Noelia Sanchez-Ortiz, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, analyse les circonstances et le destin des ordures orbitales. Nous plaçons des objets en orbite et pensons que, lorsqu'ils cessent de travailler, nous pouvons les laisser là-bas. Ils restent donc là, à moins qu'ils soient à basse hauteur et, très lentement, finissent par se précipiter vers la Terre. À basse altitude, les restes se déplacent à 20 km/h par heure, mais l'atmosphère terrestre les freine et lorsqu'ils tombent sur la Terre, ils se désintègrent généralement. Les molécules d'air sont comprimées par la vitesse de ces restes, ce qui génère de la chaleur et, dans de nombreux cas, de la combustion, ce qui fait détruire ces fragments. Pendant la journée, vous ne voyez pas grand-chose, mais pendant la nuit, ces restes brûlants ressemblent à des étoiles fugaces.
Les problèmes augmentent lorsqu'ils ne se désintègrent pas complètement dans l'atmosphère. En 1997, le réservoir de carburant d'une fusée Delta II, qui pesait 250 kg, s'est écrasé près de Georgetown, au Texas. En 2001, la troisième phase d'une fusée Delta II a atterri à 240 km de la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad. En 2011, la Morrow d'une fusée Soyouz a été trouvée à Martinica et en 2013, plusieurs dépôts de titane sont apparus dans le jardin d'un électricien au Texas. Jusqu'à présent, personne n'est mort, mais c'est une question de temps. En septembre 2016, la deuxième phase d'une fusée Falcon 9 s'est écrasée dans un bâtiment sur une petite île près de Java. Il semble que parfois le ciel tombe sur nos têtes. Comme les ordures spatiales représentent une menace pour la population de la Terre, il a déjà été catalogué et son risque évalué. Nous avons calculé qu'il y a 10 à 20 000 objets en orbite. Seul un petit pourcentage de ces objets tombent sur Terre. La plupart d'entre eux y restent parce qu'il n'y a pas de force qui les fait tomber. Et ils y resteront longtemps. Comme tous les lancements de fusées sont surveillés, il est relativement facile de savoir ce qui circule sur nos têtes. Tous les satellites et les déchets représentent une masse de 7500 tonnes, équivalente à la masse de la Tour Eiffel. Dans l'énorme extension de l'espace, l'équivalent de la Tour Eiffel, divisé en petits fragments, est plutôt comme un nuage de poussière. Donc, pour obtenir une bonne visualisation, nous devons les élargir. À la périphérie de notre planète, nous avons un mélange de satellites opérationnels entourés de déchets en mouvement. Cependant, ce rayon supplémentaire est bien organisé. Les satellites utilisent 3 orbites différentes. Le plus éloigné est l'orbite géostationnaire, une couche mince à 35 000 km de distance. Les satellites de cette orbite sont constamment maintenus sur le même point en équateur et sont utilisés pour les télécommunications, tels que les liens téléphoniques et télévisés et les émissions de télévision. Les satellites maintiennent une distance les uns des autres à environ 64 km. L'espace disponible est très précieux, vous devez donc éliminer les satellites lorsque votre durée de vie utile se termine. Leurs dernières réserves de carburant sont utilisées pour sortir de l'orbite et placées dans une autre zone. Le satellite s'éloigne de la Terre à une orbite qui est comme un cimetière afin de ne pas interférer avec quoi que ce soit. En dessous de l'orbite de géostation se trouve l'orbite moyenne, située entre 1900 et 35 000 km d'altitude. Cette grande zone est occupée par des satellites de navigation, comme le GPS. Si uno des satellites déjà de Functioner, se colloqua en una orbita intermedia donde no interferera con otros. Et enfin, l'orbite plus proche de la Terre, appelée orbite terrestre basse, située en dessous des 1,900 km d'altitude. Dans cette zone, c'est l'endroit où l'exploration spatiale des 60 dernières années a laissé la plus grande quantité de restes. Et la seule façon de s'en débarrasser est de les envoyer dans l'atmosphère terrestre pour se désintégrer. Sur Terre, il existe plusieurs domaines adéquats pour la rentrée de ces objets et présentent peu de risques car ils sont si loin des populations. Par exemple, il y a une zone dans le sud du Pacifique très étendue où les objets plus grands tombent généralement. Si le satellite a encore du carburant, il est possible de contrôler leur mouvement dans les 3 orbites terrestres, tant qu'ils fonctionnent. Mais certains satellites peuvent être hors de contrôle malgré le carburant. L'un des problèmes des satellites est que de temps en temps, ils se gâtent et nous ne savons pas pourquoi. Ils travaillent les lundis, mardis et mercredis. Jeudi, soudain, ils se brisent et nous ne recevons aucun préavis, rien ne soit tout à fait signe que quelque chose ne va pas. Les opérateurs satellites hésitent à parler de dysfonctionnement pour ne pas perdre de crédibilité. La plupart des échecs se produisent lorsque la nature interfère avec les mesures de sécurité. Lorsque nous analysons les causes des problèmes, nous trouvons des causes telles que les lunes solaires. Pendant les tempêtes solaires, notre Soleil libère d'énormes quantités d'énergie dispersées par des particules chargées électriquement. Le champ électromagnétique de la Terre agit comme un bouclier qui nous protège de ces particules. C'est ce que l'on voit dans l'aurora polaire. Mais les satellites sont comme des canards équitables, à la merci de leurs effets. Le rayonnement solaire peut effacer ces systèmes de navigation. Bien qu'ils soient protégés par un toit en technologie haute fabriquée avec de l'or, on estime que les brillants solaires détruisent au moins une douzaine de satellites chaque année, en les transformant en ordures spatiales. L'espace est un endroit vide avec des déchets qui restent là, en mouvement. Cela provoque 2 problèmes très spécifiques. La première est que lorsqu'il y arrive, il reste longtemps. Un objet à une altitude de 950 mètres, par exemple, peut être maintenu pendant plus de 1000 ans. Et la seconde est que, comme ils sont en orbite, ils vont à une vitesse de 20 km/h par heure. La probabilité de s'écraser contre quelque chose à ce moment-là est vraiment élevée. Jusqu'en 2007, les experts ont compté environ 12 grands fragments parmi ces ordures. Mais depuis lors, il y a 2 causes qui ont aggravé la situation. L'une impliquait le satellite russe Cosmos 2251, qui a commencé à fonctionner mal alors qu'il était en orbite terrestre basse.
Les Russes ont perdu le contact avec lui et n'ont pas pu le sortir de son orbite pour le conduire sur la Terre. Dans une trajectoire perpendiculaire à la même altitude, un nouveau satellite américain appelé Iridium 33 était en orbite. Merci d'avoir regardé la vidéo. L'impact se propage les fragments dans toutes les directions. Environ 3000 qui avaient plus de 7 cm et plusieurs milliers de plus petits ont été lancés dans l'espace, créant une menace pour tous les appareils de la Terre basse terrestre. Cette collision démontre qu'un objet de contrôle sur l'orbite la plus basse est un danger pour tous les satellites opérationnels. Un autre événement digne de la guerre des galaxies a eu lieu lorsque la Chine a décidé de détruire délibérément un satellite météorologique qui n'était plus en activité. Utilisation d'un missile balistique équipé d'un traquet infrarouge et d'une tête explosive. C'était une démonstration arrogante de la force des autorités chinoises sans tenir compte des conséquences. Tout le monde parle de ce test chinois pour démontrer qu'il est possible de forcer une collision. Cela a été fait exprès et c'était la principale cause du type de risque que nous exécutons actuellement. À la suite de ces deux événements, en 2010, il y avait plus de 17 grands fragments de rotation des ordures autour de la Terre. Et certains de ces fragments ne sont pas des satellites, mais des roquettes. Dans le réservoir de carburant d'une fusée normale qui place des satellites en orbite, vous pouvez avoir une caméra avec de l'oxygène liquide et une autre avec de l'hydrogène liquide. Il est facile de se rappeler de l'école que lorsque ces deux gaz sont mélangés, ils deviennent de l'oxyde de nitrosé qui se produit dans l'espace encore et encore. Il n'est utilisé que pour la dernière goutte de carburant. L'excès de carburant est mélangé et au lieu d'avoir un fragment intact, nous trouvons des milliers de pièces qui restent en orbite. Ces ordures prolifèrent comme une pandémie et génèrent encore plus d'ordures. Ce phénomène est appelé syndrome de Kessler, en l'honneur du consultant de la NASA qui l'a décrit, analysé et quantifié. Le montant des objets en orbite que nous avons pour le moment est suffisant pour 2 ans pour s'affronter et augmenter considérablement la fragmentation. Donc Kessler a annoncé ce scénario en 1978. Depuis lors, il a été révélé comme vrai à plusieurs reprises. Comme la collision du cosmos et de l'iridium en 2009, il est prévu que tous les 5 ans, nous trouverons des collisions entre de grands objets et de grands fragments qui peuvent produire plus de déchets. Donc Kessler a également prédit que les collisions auraient un effet de cascade et que chaque collision augmenterait les possibilités de plus de collisions. Le problème se produit lorsqu'un objet a un impact sur un satellite et provoque une très grande dispersion de particules. Particulièrement petites particules. Comme ils sont à des vitesses aussi rapides, ils peuvent endommager les engins spatiaux. Cela, à son tour, provoque des centaines de fragments plus petits qui se heurteront à tour avec un autre satellite et le casseront. Ce qui se produit est un effet de cascade. En 1996, lorsqu'un fragment d'une fusée Ariane a été lancé 10 ans avant de franchir le chemin d'un satellite militaire français appelé Xeris. Le coup a fait déstabiliser Ceris environ 3 mètres et était hors de contrôle. Ici étant la pandémie, les satellites non opérationnels et les restes des roquettes ont créé des nuages de déchets qui voyagent autour de la planète 20 km nain par heure, créant de plus en plus de déchets. Cette prolifération peut mettre en danger de nombreuses activités sur Terre. Il est facile d'oublier que les satellites sont fondamentaux dans notre vie quotidienne. Nous utilisons notre téléphone mobile pour chercher un endroit, savons combien de temps il faudra pour arriver et quel est le meilleur itinéraire à arriver. Lorsque nous voyageons et que nous obtenons de l'argent d'une banque, nous pouvons utiliser des satellites de télécommunication pour communiquer une banque aux États-Unis avec notre banque en Europe. Il est difficile d'imaginer la vie sans smartphone, carte bancaire ou système GPS. Nous ne pouvions pas vivre sans satellites. Et la prolifération des ordures spatiales met en danger les services des satellites qui se diversifient constamment. Les agences spatiales doivent assumer de grands risques chaque fois qu'ils effectuent un lancement. Y compris l'Agence spatiale européenne. Si nous attendons le moment où tout est vide, cela impliquerait que nous ne pourrions pas lancer. Donc, même s'il est difficile à croire, nous le faisons malgré les possibilités de collision avec quelque chose. Si nous ne l'avons pas fait, nous n'aurions jamais de feu vert pour un lancement. Le risque actuel est démontré et calculé. Les chances de perdre un satellite sont de 5%. Un pourcentage de risque fait référence à la réception de l'impact de certains autres déchets. Il existe des composants très complexes qui peuvent être brisés, ce qui rend le satellite inutilisable. Mais les possibilités de perdre un satellite atteignent rapidement 10 ou 20% en augmentant les ordures orbitales. L'Agence spatiale européenne estime que le risque de collision passera à 20% en 2038. Autrement dit, un satellite sur 5 ne terminera pas sa mission. C'est un pourcentage très élevé. Les agences spatiales devraient rechercher des moyens de surmonter ce champ de mine et de détecter les restes en orbite. Depuis 1957, les États-Unis utilisent un réseau de surveillance spatiale pour prédire quand et où les restes spatiaux entreront dans l'atmosphère terrestre.
Ils ont créé un catalogue de restes qui sont en orbite et l'utilisent pour déterminer dans quel pays les objets qui entrent dans l'atmosphère appartiennent. Il permet également à la NASA d'être informée s'il existe un risque d'interférer avec ses propres satellites. Au fil du temps, lorsque les objets artificiels sont multipliés en orbite, ce système a été amélioré et informatisé. Mais en Europe, un système de surveillance spatiale similaire n'a été établi que 40 ans plus tard. En 1996, lorsque les restes de la fusée Ariane ont endommagé le satellite militaire de Cerise, le ministre français de la Défense a mis en œuvre un système appelé RUCR. Le système d'enregistrement, un réseau de surveillance spatiale, est notre principal capteur et nous permet de détecter des objets en orbite entre 400 et 950 km d'altitude tant qu'ils sont suffisamment grands pour être détectés par le radar. En d'autres termes, on la taille d'un lama d'Ora. Pour détecter les satellites en orbite à 950 km en France, même les jours nuageux, le système utilise un certain radar qui fait des calculs en temps réel pour suivre et anticiper les trajectoires de milliers de satellites. Le système d'enregistrement a pu détecter une trentaine de satellites d'espionnage des États-Unis et de la Chine qui n'avaient pas été catalogués auparavant. Aujourd'hui, les relations internationales dans l'espace sont un mélange et une extension de ceux qui vivaient à la surface. En d'autres termes, il y a autant d'aides mutuelles que la compétition et parfois des affrontements ouverts. La France a accepté de garder le silence sur les satellites d'espionnage, mais en retour, il a eu accès au catalogue des ordures orbitales des États-Unis. Ce catalogue est beaucoup plus approfondi que la version européenne, car elle collecte des objets qui ne mesurent que 10 cm. Nous avons réussi à gérer le problème des petits objets grâce à la collaboration entre la France et les États-Unis, ce qui nous fournit même des informations de niveau confidentiel. Cette surveillance spatiale constante est très efficace et permet aux satellites militaires et civils d'éviter les collisions avec des ordures orbitales. S'il y a un risque, les opérateurs de la Terre peuvent légèrement déplacer des satellites à l'extérieur de l'orbite de collision. Ces manœuvres sont de plus en plus effectuées, en particulier par rapport au plus grand satellite de tous les temps, la Station spatiale internationale. Ce satellite habité se trouve plusieurs fois par an menacé par des restes de déchets spatiaux. Pour éviter cet orbital qui suit une trajectoire déjà identifiée, la station spatiale doit s'écarter de son cours. En 2012, il a évité un fragment de la collision entre les satellites de l'Iridium et du Cosmos s'est produit 3 ans plus tôt. En 2014, la station spatiale a dû éviter les déchets spatiaux en mouvement 5 fois. Cette menace constante fait partie de la vie quotidienne des astronautes. La station spatiale est sur la route de collision d'un petit fragment de déchets spatiaux. Ils nous ont informés du sol. Ils le savent grâce au système radar, pour éviter l'impact, ma montre siffle avec une alerte. Nous devons déplacer la station vers une orbite supérieure. Pour ce faire, nous allons allumer les moteurs pendant 37 secondes. C'est la seule fois où nous pouvons percevoir la sensation d'accélération pendant que nous sommes à bord. Soudain, nous n'avons plus l'impression de ne pas peser et l'action des moteurs nous repousse. Commençons. Allons-y, le jeu commence. Allez, commencez le jeu. Parfois, les données balistiques sur ces restes ne sont pas exactes. Dans ces cas, il n'y a pas de risque et les astronautes sont ordonnés d'évacuer immédiatement la station. Ils se réfugient dans le module d'échappement qui peut être séparé de la station et permet aux astronautes de retourner sur la Terre. Mais l'évacuation n'est pas toujours nécessaire. Il existe souvent des déchets orbitaux qui ne sont pas détectés s'ils mesurent moins de 10 cm. Il y a actuellement des millions de fragments de déchets qui sont trop petits pour que les radars les suivent. Pour éviter cette menace, les satellites et la station spatiale ont besoin d'une protection. À Freiburg, en Allemagne, les scientifiques de l'Institut Fraunhofer essaient des matériaux qui servent de bouclier à l'aide d'un accélérateur super rapide appelé Space Cannon. Ce canon spatial tire de petites boules en métal contre divers matériaux de protection. Cette série de caméras reproduisent les conditions de l'espace. Ils sont pleins de gaz léger et accélèrent les balles à la même vitesse que les ordures orbitales, 20 km/h par heure. À cette vitesse, le comportement des collisions est très différent de celui sur Terre, par exemple, dans un accident de voiture. Lorsqu'une voiture touche un mur ou contre une autre voiture à 50 km/h, des milliers de fragments sont des déformations et créées. Mais à l'hypervélocité, une vitesse supérieure à 10 km/h, une collision génère un phénomène physique différent. Dans un impact à grande vitesse, la particule est fragmentée, donc certaines pièces sont vaporisées et ionisées. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas soutenir l'énorme pression ultérieure après l'onde d'impact. À l'hypervélocité, une balle millimètre a plus d'énergie qu'une balle de baseball à 100 km/h. Le laboratoire est protégé par des portes renforcées et une caméra à grande vitesse qui enregistre plus d'1 million de photogrammes par seconde enregistre le moment de l'impact. Comme prudence de la sécurité, personne ne peut rester dans la pièce tout en tirant sur le canon spatial.
Par la suite, les résultats des tests sur les différents composants d'un satellite sont analysés. Pour la Station spatiale internationale, nous avons essayé plusieurs boucliers, mais nous avons également testé ces composants, tels que les cellules solaires ou les dépôts qui sont utilisés à l'intérieur du satellite. À l'aide d'images ultra-charlonneuses, l'équipement de Canonn Spatial parvient à comprendre et à créer un modèle de ce qui se passe lors d'une collision. Leur travail leur permet de créer des structures qui sont en même temps la lumière et résistantes aux impacts d'hypervélocité. Ils ont montré que la flexion ou le triplement des couches d'isolation, les composants des satellites battus par des fragments de moins de 10 cm peuvent être protégés. La première couche brise le fragment qui a un impact. Le second dissipe son énergie et protège la troisième couche. Gracias a estos experimentos, los científicos han sido capaces de diseñar satellites resistés a un pequeños fragmentos de basura. Mais nous ne pouvons toujours pas protéger les astronautes lorsqu'ils sont hors de leur véhicule pendant les promenades spatiales. Ils sont exposés à de petits fragments qui, par leur vitesse, ne peuvent pas être détectés par radar ou vus par l'œil humain. Le moindre impact pourrait percer la poursuite d'un astronaute et provoquer une mort immédiate. En raison de ce risque, la NASA développe des robots qui peuvent remplacer les humains pour effectuer des tâches de maintenance en dehors du vaisseau spatial. Bien que les robots ne puissent pas supporter l'impact d'un plus grand objet d'1,5 cm. De toute évidence, moins il y a des ordures, mieux c'est. De nombreux pays ont tenté d'établir des règles pour éviter la prolifération des déchets spatiaux, tout comme ils l'ont fait avec les armes nucléaires. Par exemple, les opérateurs satellites sont invités à vider tout le carburant qui y reste. Toutes les roquettes sont équipées de systèmes pour expulser ou brûler un excès de carburant. Ce système est vérifié avant chaque lancement. Les satellites ont une durée de vie utile limitée à 25 ans en orbite. Et enfin, les objets dans la basse orbite terrestre qui ne se désintègrent pas lorsqu'ils ne sont pas disposés dans l'atmosphère doivent être dirigés vers de larges zones de l'océan pour l'impact final. Cependant, ces règles ne sont pas respectées à toutes les occasions, d'autant plus qu'il n'y a pas d'agence qui sanctionne ceux qui ne les suivent pas. Et au fil du temps, la quantité de déchets augmente. Nous générons des restes spatiaux plus rapidement que nous ne pouvons nettoyer l'atmosphère. Nous appelons cela un environnement non durable. Il n'y a qu'une seule vraie solution pour ce problème. Collecter toutes ces ordures qui orbitent autour de la Terre. Il est nécessaire de récupérer certains des objets que nous avons laissés en orbite. Sur la base de l'idée de quotas de pollution, il s'agit de chaque pays de financer l'élimination de ses propres ordures. Depuis 2013, les ingénieurs aérospatiaux ont créé une nouvelle profession, Space Garbage. L'idée est de créer des systèmes robotiques qui peuvent gérer de gros morceaux de déchets et les envoyer à un incinérateur, l'atmosphère terrestre. La difficulté de la tâche est que les poubelles orbitales se déplacent comme un astéroïde, tournant à cause de la gravité. Les laboratoires du monde entier préparent des satellites robotisés qui peuvent capturer les ordures et le retirer de l'orbite. Cela fonctionne sur le projet d'élimination des déchets au Surrey Space Center, en Angleterre. Dans une véritable mission, vous devez gérer un objet qui ne facilite pas la tâche car il peut tourner. Les ingénieurs en aérospatial utilisent une terminologie technique, mais leur projet semble plutôt un jeu pour enfants. L'une des technologies que nous utilisons dans notre mission est le harpon. Cela semble étrange, mais l'équipe développe un harpon capable de s'accrocher à une poubelle pour le faire glisser vers l'atmosphère. Dans notre mission de collecter les ordures, ce que nous faisons est de tester l'effet de l'impact du harpon sur une cible, une plaque. The team is still in an experimental phase, testing a miniature harpoon about a static objective. Première tentative. 3, 2, 1, l'allumage. Échoué. Le harpon n'a pas quitté son pod en raison d'un problème électromagnétique. Deuxième tentative. Nous espérons que le harpoon a un impact exactement où nous voulons qu'il ait un impact. 3, 2, 1, l'allumage. Il a de nouveau échoué. Si le harpon n'a pas d'impact sur le centre de l'objectif, il ne pourra pas le capturer. Selon les scientifiques, la chasse des restes devrait être plus facile dans l'espace que sur Terre. Lorsque nous sommes dans l'espace, grâce au manque de gravité, l'alignement devrait être bien meilleur que dans les tests que nous faisons sur Terre. La méthode de test et d'erreur est un processus très long, mais étape par étape, l'équipement améliore son système. Les premiers tests à l'échelle réelle dans l'espace auront lieu en 2020. Le harpon n'est pas le seul outil conçu par les ingénieurs aérospatiaux. L'agence spatiale sud-africaine, créée récemment, en 2010, a préparé sa propre solution de nettoyage et espère la vendre plus tard. L'un de ces projets comprend la construction d'un petit satellite capable d'afficher ses tentacules pour capturer les restes. Son nom est Medusa. Medusa enveloppera l'objet et le glissera, le déplaçant si nécessaire, afin qu'il change en orbite, de sorte qu'il descend de l'altitude ou de l'emmener dans l'atmosphère et de le laisser se désintégrer dans la rentrée.
Un autre avantage des satellites Medusa est qu'ils peuvent être lancés directement à partir de la Station spatiale internationale. Méduse est très légère. Il pèse environ 175 grammes et est conçu pour être monté à partir de CubeSats. Un qubit est un petit satellite en polyvalent cube qui mesure environ 10 cm. Il a été développé par une université californienne et beaucoup peuvent être lancés en même temps, ce qui réduit les coûts. Ils sont une bénédiction pour les chercheurs qui n'ont pas d'autre moyen de réaliser des expériences dans l'espace. En pension, un concept déjà utilisé, Medusa pourrait être en mesure d'éliminer les ordures pendant 25 ans. À l'heure actuelle, il existe de nombreuses propositions, comme les harpons. Certains ne peuvent être utilisés qu'une seule fois, vous activez si vous vous échouez. Ce qui fait de Medusa un système unique qui permet de faire plusieurs tentatives. L'idée est de l'utiliser plusieurs fois pour éliminer les petits objectifs. L'inconvénient de la Méduse est qu'il ne fonctionne qu'avec de petits restes de déchets spatiaux. Pour les grands satellites qui ne fonctionnent pas, il est nécessaire d'utiliser d'autres outils, ce qui ouvre un problème de financement pour ces opérations. Malheureusement, aucune de ces solutions n'est préparée à être utilisée. Personne n'est prêt à payer le prix élevé pour éliminer les ordures orbitales. Plus il y a de problèmes élevés, car tout dommage que vous souffrez créera plus de déchets. Le plus grand objet non opérationnel est l'Invisat, un satellite d'observation de la taille d'un bus. Il a été lancé en 2002 par l'Agence spatiale européenne. À cette époque, l'agence tentait d'obtenir les plus grands avantages de son investissement. Mais actuellement Rüdiger Yen se distance des décisions de ses prédécesseurs. Ils voulaient maximiser les avantages. Ils avaient l'habitude de la dernière goutte de carburant pour leurs opérations au lieu d'utiliser une pièce pour le supprimer de l'orbite. C'était le problème. Lors de sa construction, c'était le plus grand satellite d'observation jamais construit. Après 5 ans d'activité et 50 orbites autour de la Terre, ils auraient dû le retirer de l'orbite. Mais leurs opérateurs ont décidé d'élargir leur mission. Cependant, 10 ans après son lancement, le 8 avril 2012, l'Agence spatiale européenne a perdu le contrôle de l'Evisat. À l'heure actuelle, c'est comme une pompe horlogère. Les trajectoires croisées utilisées par les satellites opérationnels. Non, 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 non. La situation est si critique que l'Agence spatiale européenne prépare un programme ambitieux pour obtenir l'Evisat de son orbite. Nous pensons que le lancement d'un réseau pourrait être une option car cela permettrait d'avoir une connexion, un lien avec le satellite qui permettrait de le retirer une fois capturé. Pour tester ce réseau spatial, les ingénieurs utilisent un avion dans lequel ils recréent les conditions de manque de gravité de l'espace. Au point le plus élevé de ce vol parabolique, sous la forme d'une cloche, les passagers et les objets sont exempts de gravité terrestre pendant quelques secondes. Assez de temps pour essayer une version miniature du réseau qu'ils utiliseront pour capturer le satellite à 8 tonnes. Les tests ont révélé que l'ajout de poids dans les coins du réseau permet de capturer le corps satellite sans se accrocher sur son panneau solaire fragile. Maintenant, ils doivent construire un satellite de tracteur qui peut remorquer l'Invisat et le conduire à leur destination. Envisat pèse 8 tonnes. C'est beaucoup de lourd que le véhicule qui le tire. Lorsque vous devez déplacer quelque chose de plus lourd que vous, il vaut mieux jeter. C'est une situation plus stable. Bien qu'il soit essentiel pour la sécurité spatiale, ce projet est toujours en phase théorique. Pour une raison simple, nous avons étudié le problème pour trouver une solution, mais cela coûterait 500 millions d'euros. Pour des raisons technologiques et économiques, il n'y a toujours pas de déchets robotiques préparés. Pour fonctionner, l'opération de nettoyage doit être gratuite, comme s'il s'agissait d'un passager supplémentaire en mission. Ce qui semble très prometteur, c'est ce que nous appelons l'espace de remorqueur. Le remorqueur de l'espace devrait être multifonctionnel, une sorte de rasoir suisse spatial. Lundi, vous rechargerez un satellite, mardi, il en répare un autre, mercredi, passez en revue un satellite, jeudi entre la maintenance et le vendredi revient sur Terre. Et quand il revient sur Terre, il pouvait collecter des ordures d'espace et l'envoyer contre l'atmosphère. Cependant, selon les ingénieurs Airbus, qui développent des remorqueurs d'espace, il y a encore des problèmes technologiques. Ce que nous ne pouvons pas faire maintenant, c'est une rencontre planifiée avec un objet qui n'a pas été conçu dans ce but, comme un vieux satellite ou un fragment de déchets d'espace. Une réunion est un contact organisé et contrôlé entre deux objets spatiaux. Nous devons développer de nouvelles technologies autonomes qui pourraient gérer le stress en fonction des capteurs de vision qui scanneraient l'environnement et analyseraient le contenu des images qu'ils capturent. L'analyse des données détecterait les parties des objets qui nous intéressent pour pouvoir les capturer et les manipuler. Le projet SpaceTug est toujours à l'étude. Mais grâce au financement élevé qu'il a accompli, le premier système de nettoyage efficace pourrait être utilisé dans 2025. En plus de l'Agence spatiale européenne et de l'Envisat, les remorqueurs spatiaux pourraient trouver plus de clients.
De nouvelles et ambitieuses sociétés émergentes prévoient d'envoyer des milliers de satellites à l'orbite terrestre bas pour créer un réseau Internet à large bande dans le monde. L'un de ces projets, connu sous le nom de Megaconstellation, est devenu une réalité en 2017, le projet OneWeb. Un entrepreneur visionnaire a réussi à convaincre certains géants de l'Internet américain, en plus de l'European Airbus Company, à faire d'énormes investissements dans la fabrication d'une série de près de 1000 satellites. Son objectif, garantit l'accès à Internet depuis les zones les plus reculées de la planète. OneWeb a conçu, construit et lancera bientôt une constellation par satellite pour mettre fin à l'écart numérique. Fournira un accès à large bande à la moitié de la planète. Aux 4 milliards de personnes qui n'ont actuellement pas cet accès. Dans la constellation initiale, nous aurons 880 satellites. C'est presque le nombre de satellites opérationnels qui sont actuellement en orbite. Et cette énorme quantité est une source de préoccupation pour les spécialistes des ordures orbitales. Il y a des projets pour de nouvelles mégaconstellations, par exemple, OneWeb, et nous ne parlons pas d'avoir une centaine de satellites, mais 1000. Boeing, SpaceX, il existe de nombreux nouveaux participants sur le marché qui ont de nouvelles idées et qui souhaitent lancer des satellites. En fin de compte, tout deviendra des ordures spatiales. C'est un gros problème. Où va tout cela? Les promoteurs de ces projets gigantesques soutiennent qu'ils ont pris toutes les précautions nécessaires. Il y a des problèmes sur lesquels nous devons penser très attentivement. Nous devons créer un certain type d'environnement normatif afin que les opérations par satellite soient effectuées d'une manière cohérente avec l'utilisation à long terme de l'espace. Il y a aussi le danger de remplir l'espace avec encore plus de déchets. S'il y a des échecs, s'il y a des satellites cassés, ils continueront à tourner comme des ordures. C'est ma préoccupation, qu'il y aura plus de déchets d'espace. Il est bien connu que les gens laissent des déchets sur leur chemin. Pour éviter la pandémie orbitale des ordures, il est urgent qu'il existe des normes internationales. Il y a encore de l'espoir. La plupart des personnes impliquées dans l'exploration spatiale l'exigent. Nous craignons qu'il n'y ait pas d'organisme international pour le réguler. Il existe plusieurs groupes qui envisagent de le réglementer et certains pays ont des idées différentes sur la réglementation. Mais personne ne façonne ces idées. La solution devra provenir des Nations Unies, légiférant et exiger que les gens s'impliquent dans le nettoyage de l'espace. Alors que nous espérons qu'un système de quotas de pollution est appliqué à l'espace, les ordures orbitales sont une grande préoccupation pour les opérateurs satellites. Bien qu'il y ait peu de gens qui sont conscients du problème, un jour, sous peu, nos vies pourraient commencer à devenir incontrôlées.